Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de cette édition. Le Conseil national de sécurité s'est réuni ce jeudi sous la houlette du président de la République. Le CNS a fait le point de la situation sécuritaire et sanitaire dominée par la pandémie de Covid-19. La lutte s'intensifie en Côte d'Ivoire. Le pays a reçu à ce jour plus de 16 millions de doses de vaccins. Le communiqué du CNS diffusé dans quelques instants. L'Institut ivoirien de l'entreprise lance son programme Amorçage des PME. Ce programme permettra la création d'environ 800 entreprises dans les secteurs de la pisciculture et de la culture de la tomate hors sol dans les régions. Il a été lancé par le ministre d'État Kobena Kwasi Ayoumani au nom du Premier ministre. La CEDEAO et l'UEMOA durcissent le ton pour sanctionner l'intention de la junte au Mali de se maintenir au pouvoir. La CEDEAO, qui a fermé ses frontières avec le Mali, exige le respect du calendrier électoral, le transfert du pouvoir aux civils. Mais comment en est-on arrivé à cette situation? Le résumé des faits dans le dossier interne. En sport football, la CAN se poursuit. Le Cameroun se qualifie pour les huitièmes de finale. Le pays organisateur de la 33e édition et la première équipe a décroché son ticket. Les Lions indomptables ont battu l'équipe de l'Éthiopie 4-1. L'autre match a opposé le Burkina au Cap-Vert qui l'a emporté 1-0. Soyez la bienvenue sur RTI1. Le Conseil national de sécurité s'est réuni aujourd'hui sous la houlette du président de la République, Alassane Ouattara. Le CNS a fait le point de la situation sécuritaire et sanitaire dominée par la pandémie de Covid-19. La Côte d'Ivoire intensifie la lutte contre le coronavirus. Le pays a reçu à ce jour plus de 16 millions de doses de vaccins. Les populations sont invitées à se faire vacciner. Le communiqué du CNS vous sera proposé dans quelques instants. Le prix spécial panafricain ICS 2022 du meilleur maire de Côte d'Ivoire a été décerné ce jeudi à Sita Ouattara Keïta, maire de la commune de Béléban. La première dame, Dominique Ouattara, que vous voyez sur ces images, et plusieurs membres du gouvernement étaient à la cérémonie de distinction qui s'est déroulée dans la commune du Plateau. La maire Sita Ouattara Keïta a été distinguée pour ses actions de développement engagées dans la ville de Béléban. 21 acteurs du secteur des finances se distinguent aussi par leur travail. Leur mérite, leur dévouement viennent d'être justement reconnus par la hiérarchie. Le ministre de l'Économie et des Finances les a décorés aujourd'hui même dans l'Ordre national du mérite. Jean-Jacques Kwame nous conduit au siège de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers pour les images. Le développement d'un pays repose sur son économie, sur les banques qui financent donc les acteurs économiques. Et donc je pense que depuis quand même 10 ans, où la Côte d'Ivoire est en marche accélérée avec une croissance très forte, le secteur bancaire a joué sa partition. Il était normal que ceux qui ont joué, en fait, qui ont poussé et qui ont dirigé, qui ont apporté leur leadership au secteur bancaire, puissent être récompensés. Cette récompense des acteurs du secteur financier a été reconnue par l'État. 21 membres de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, APBFCI, ont été élevés dans l'Ordre national du mérite. 3 au grade d'officier et 18 ont reçu la médaille des chevaliers. Tous ont le mérite dans ces dernières années de s'être distingués. C'est une grande satisfaction et c'est un signe très fort que témoignent nos autorités monétaires et notre autorité de tutelle. À travers cette cérémonie de remise des insignes de l'Ordre national du mérite, il est question de saluer les efforts et apports de tous les membres de l'APBF qui œuvrent au quotidien au dynamisme du secteur financier. Je voudrais, au nom du président de la République et de la grande chancelière de l'Ordre national, vous féliciter vivement et vous encourager à demeurer les porte-flambeaux d'un système financier résolument tourné vers la qualité et au service de l'économie nationale. Le marché bancaire ivoirien, malgré la pandémie de la Covid-19, affiche 16 989 milliards de francs CFA en juin 2021 contre 14 727 milliards en juin 2020. Après cette cérémonie de distinction, Jérôme Ehui, directeur général de Versus Bank, a été élu président de l'APBFCI au cours d'une assemblée générale. Il remplace à ce poste Daouda Koulibaly.
L'Institut ivoirien de l'entreprise lance son programme Amorçage des PME. Ce programme permettra la création d'environ 800 entreprises dans les secteurs de la pisciculture et de la culture de la tomate hors sol dans les régions de notre pays. Ce programme a été lancé par le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjumani. C'est au nom du Premier ministre Patrick Kachi. Jean-Luc Bango pour le témoignage. C'est l'un des projets phares de l'Institut ivoirien de l'entreprise INIE. Le programme Amorçage des PME, dont le lancement s'est fait ce jour à l'auditorium de la primature, se veut un véritable catalyseur de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Le programme Amorçage vise à doter chaque région d'un pool de PME exerçant dans des filières dont le besoin est important dans notre pays. Ce programme permettra de créer à terme près de 800 PME et TPE, très petites et moyennes entreprises, et plus de 2200 emplois. Pour son lancement, les initiateurs ont misé sur les secteurs de la production de tomates et de poissons tilapia. L'esprit qui nous anime aujourd'hui, c'est que nous voulons vraiment montrer aussi qu'en Côte d'Ivoire, on peut réussir, comme dans les autres pays, à promouvoir ces secteurs d'activité, l'agriculture, la tomate au sol, la pisciculture. Le programme a été conçu sur un modèle de création d'entreprises en réseau qui consiste à dupliquer sur le territoire national un grand nombre d'entreprises viables telles des clones à partir de modèles réussis. Objectif, accélérer la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation, développer le secteur privé et l'investissement. Le potentiel de croissance du programme Amorçage est immense, avec plus de 4000 PME et plus de 100 000 emplois potentiellement créés, rien que pour la seule filière du tilapia. Alors quand vous le dupliquez sur les autres filières, vous voyez que l'objectif d'atteinte de création d'emplois visé par le programme Une Côte d'Ivoire solidaire sera largement atteint, au moins dans ces secteurs d'activité. L'État accompagnera ce processus d'industrialisation en mettant en œuvre tout l'écosystème nécessaire aux investissements du secteur privé, a promis le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, qui représentait le Premier ministre à ce lancement. Le grand défi de la Côte d'Ivoire, à l'instar du continent africain, est bien de créer en masse de nouveaux emplois décents et durables, tout en sauvegardant ceux existants. Par ailleurs, il conviendra de lever les nombreux obstacles à l'entrée de nouveaux entrepreneurs sur le marché pour que l'activité économique soit redynamisée au niveau des différents secteurs d'activité en termes de rapport qualité-prix. Ce programme sera réalisé grâce à un prêt de 11 milliards 50 millions à la Côte d'Ivoire, avec comme principaux financiers la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, la BIDC, à hauteur de 6 milliards 50 millions et une banque privée à hauteur de 4,5 milliards de francs CFA. Les promoteurs d'entreprises ont été exhortés à rembourser ces prêts au terme de leur échéance afin de donner la chance à d'autres bénéficiaires. Le tout nouveau directeur général de l'Agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles, Diomandé Mamadou, est actif sur le terrain. Vous allez le voir, il a visité 3 zones industrielles, celles de Koumassi, de Vridi et d'Akoupé-Zedi PK24. Il veut s'imprégner de l'état d'avancement des travaux d'aménagement et des conditions d'installation des entreprises. Cheikh Koné. C'est à l'une des plus anciennes zones industrielles de Côte d'Ivoire que débute la tournée. Créée il y a environ 62 ans, la zone industrielle de Koumassi a la particularité d'accueillir les PME. 77 entreprises y sont installées sur 260 lots industriels. Malheureusement, dans cette zone, Diomandé Mamadou, directeur général de l'AGEDI, a pu s'apercevoir de l'état de dégradation avancé de la voirie ainsi que la saturation de la dite zone. Le projet de réhabilitation de la zone de Koumassi, entrepris depuis 2016 pour un coût global de 22 milliards de francs CFA, n'a toujours pas démarré pour une disponibilité de fonds. Cap est ensuite mis sur la zone industrielle voisine, celle de Vridi. Ici, la difficulté majeure observée par la délégation est le phénomène de la sous-location, une pratique interdite par la réglementation où des opérateurs monopolisent des terrains industriels acquis à des tarifs préférentiels sans les valoriser et en retour les mettre en location à d'autres opérateurs à des coûts exorbitants. Il y a des gens qui vont peut-être faire de la sous-location pour faire de l'activité industrielle.
d'autres vont faire de la sous-location pour faire du stockage et puis d'autres pour faire des activités commerciales. Donc nous n'allons pas mettre tout ça dans le même sac. Nous allons travailler au cas par cas. C'est vrai que la sous-location de façon générale n'est pas autorisée, c'est illégal, mais nous n'allons pas faire un traitement global de la chose. La délégation de l'AGETI, qui avait à ses côtés la direction du CPC, s'est ensuite rendue à la nouvelle zone industrielle à Koupézeuilly, PK24, de 940 hectares. Une zone dont les travaux d'aménagement sont en cours de finition. Nous avons eu 2 grandes étapes. La visite des zones existantes, des zones industrielles existantes, et puis la visite sur les zones en extension, les zones en travaux. Sur les zones existantes, il faut comprendre que nous, de plus en plus, nous allons nous rapprocher des industriels. Nous allons être à leur contact pour vivre avec eux les problèmes quotidiens qu'ils ont, des problèmes d'infrastructure, des problèmes de sécurité, des problèmes de restructuration de la zone. Donc, être en contact avec eux et puis partager avec eux les solutions. L'autre élément, c'est de voir l'évolution des nouvelles zones et puis voir les perspectives. Les industriels ont apprécié la démarche. On a pu leur présenter nos installations, leur donner nos préoccupations et nos attentes. Et il est important pour nous d'avoir un dialogue direct avec eux et qu'on puisse avancer les différents problèmes, parce que des problèmes, il y en a toute l'année. La Côte d'Ivoire enregistre une vingtaine de zones industrielles reparties sur 4000 hectares. On en arrive à notre dossier. Depuis quelques jours, la CEDEAO et l'UEMOA, vous le savez, ont pris des mesures économiques et diplomatiques à l'encontre du Mali. Les situations sous-régionales durcissent le ton pour sanctionner l'intention de la junte de se maintenir au pouvoir. La CEDEAO a par exemple fermé ses frontières avec le Mali. Des sanctions à effet immédiat qui ne devraient être levées sous condition. Respect du calendrier électoral, transfert du pouvoir aux civils. Mais comment au juste en est-on arrivé à un tel tableau? La rédaction vous propose le résumé des faits dans le dossier inter signé ce soir. Alexis Ouedraogo. Dimanche, à Accra, la CEDEAO annonce des mesures à l'encontre du Mali. Fermeture de frontières, suspension des échanges commerciaux à l'exception des produits de première nécessité et autres gel des avoirs du pays à la BCEAO. Et pour cause, c'est le 6e sommet extraordinaire auquel vos excellences ont participé concernant les questions du Mali et de la Guinée. La proposition officielle qui m'a été soumise par les autorités de la transition sous la responsabilité de son chef indiquait que la période de transition devait durer 5 ans. Par la suite, par une lettre qui m'a été adressée le 7 janvier 2022, soit il y a 2 jours, le chef de la transition malienne a déclaré que la période était désormais modifiée pour être amenée à 4 ans. Arrivé au pouvoir en août 2020, la junte veut continuer à diriger le pays au plus 5 ans, bien loin des promesses d'organiser en février prochain des élections. À Bamako, les réactions sont divergentes. Nous ne sommes pas partants avec ces décisions. Faire le bras de fer avec la CEDEAO, c'est pas bien parce que déjà nous sommes aujourd'hui devant des sanctions qui, on ne sait pas où est-ce que ça pourra conduire notre pays. Pour comprendre la crise malienne, il faut remonter à l'heure des indépendances en 1960. Modibo Keïta, le tout premier président élu, est renversé en 1968 par le lieutenant Moussa Traoré. Un régime militaire qui durera 23 ans jusqu'à l'organisation d'élections démocratiques en 1992. Sous les présidents successifs d'Alpha Omar Konaré et d'Ahmadou Toumani Touré, le Mali s'impose comme une démocratie modèle et sert d'exemple. Mais voilà, début 2010, le pays est mis à mal par des rébellions dans le nord-est. La population touareg revendique l'autodétermination. 17 janvier 2012, la rébellion touareg du mouvement national de libération de l'Azawad, MNLA, et d'autres combattants rentrés de Libye frappent le nord du pays. Des dizaines de soldats sont massacrés. Ahmadou Toumani Touré est renversé le 22 mars de cette année, accusé d'incompétence face aux rebelles. La France, dans la foulée, lance l'opération Serval pour stopper la progression des djihadistes.
Le 1er juillet 2013, la MINUSMA, mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, est lancée, prenant le relais d'une force panafricaine. S'en suivra en août l'élection d'Ibrahim Boubacar Keïta. L'opération Serval est remplacée par la force Barkhane qui mobilise, elle, 3000 soldats français à travers le Sahel. Le 5 juin 2020, une manifestation de dizaines de milliers de personnes marque le début d'un mouvement de contestation contre le président Keïta. Le colonel Assimi Goïta entre en scène par un coup d'État dénoncé par la CEDEAO. En septembre, la CEDEAO demande aux autorités de soumettre au plus tard fin octobre un calendrier pour les élections. Les militaires qui ont pris le pouvoir par la force en août 2020 et l'ont conforté par un nouveau putsch en mai 2021 s'engagent à céder la place aux civils après des élections programmées fin février. Le 17 octobre, le président ghanéen, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, se rend au Mali pour livrer à la junte un message ferme pour la tenue effective des élections en février. Dans la foulée, le pays présente des signes contradictoires en accentuant sa coopération avec des militaires russes. 4 jours avant la rencontre de la CEDEAO, l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan, émissaire de la CEDEAO, se rend à Bamako pour lever toutes les équivoques avant la décision de l'institution. Lundi, au lendemain des sanctions, Assimi Goïta lui dit rester ouvert au dialogue avec l'institution. Le Mali reste ouvert au dialogue avec la CEDEAO pour trouver un consensus entre les intérêts supérieurs du peuple malien et le respect des principes fondamentaux de l'organisation. Et si la situation du Mali préoccupe autant, c'est que le pays occupe une position centrale dans la lutte anti-djihadiste, notamment au sein de la force sous-régionale du G5 Sahel. Voilà, c'était le dossier Inter sur la situation au Mali, un dossier réalisé pour vous par Alexis Ouedraogo. Et justement, la situation au Mali capte toujours l'attention de la communauté internationale. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, demande au gouvernement malien un calendrier électoral acceptable. Une requête du patron de l'ONU prononcée à la veille de la manifestation au Mali à l'appel de la junte au pouvoir pour dénoncer les sanctions récentes prises par la CEDEAO. Antonio Guterres, qui souhaite entrer en contact rapidement avec le gouvernement malien, a déclaré qu'il travaillait avec la CEDEAO et avec l'Union africaine pour créer les conditions qui puissent permettre à la junte d'adopter une position raisonnable et acceptable pour accélérer une transition qui dure déjà depuis longtemps. Le corridor Abidjan-Ouagadougou, plus compétitif, au nom du gouvernement ivoirien, le ministre Souleymane Dirassouba a signé une convention d'assistance avec la Société financière internationale aujourd'hui. Un partenariat intéressant qui vise à faciliter les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les procédures sont simplifiées, nous rapporte Lonsene Bakayoko. Avec 1,6 million de tonnes qui représentent plus de 60% des marchandises en transit par le port d'Abidjan, le corridor Abidjan-Ouagadougou constitue un axe majeur pour les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Malgré son caractère stratégique et ce dynamisme, le corridor Abidjan-Ouagadougou affiche une performance logistique en deçà de ses capacités. D'où ce décaissement de 1,5 milliard accordé au gouvernement de Côte d'Ivoire par la Société financière internationale. Des fonds alloués dans le cadre du programme de facilitation des échanges en Afrique de l'Ouest, FEAO. La mission première de ce programme est d'améliorer la libre circulation des marchandises au niveau régional et international, par une réduction du temps et des coûts superflus des échanges transfrontaliers supportés par le secteur privé le long du corridor, mais également la durée du séjour des marchandises au port d'Abidjan. Une réduction des coûts transactionnels et logistiques pourrait générer en effet une meilleure pénétration des débouchés extérieurs et une augmentation des parts de marché de 5 à 8%, selon le rapport diagnostic du secteur privé de la Banque mondiale. Le projet de corridor Abidjan-Ouagadougou s'articule autour de 2 piliers majeurs. Le premier est relatif à l'amélioration de l'efficacité des procédures du commerce international, notamment à travers l'opérationnalisation du guichet unique du commerce extérieur. Le second pilier d'assistance technique est la conformité réglementaire des entreprises au sein d'un écosystème transparent d'échanges transfrontaliers. Ce axe se focalise sur la mise en place d'un cadre de conformité volontaire des entreprises à la réglementation fiscale et douanière et une assistance technique à sa mise en œuvre.
Notre objectif est de développer de nouvelles initiatives et de renforcer celles déjà en cours dans le cadre du développement du commerce extérieur, notamment dans la facilitation des échanges, avec la mise en place d'un comité national dans la facilitation des échanges et la mise en place également d'un portable web d'information commerciale. Le programme de facilitation des échanges en Afrique de l'Ouest devrait s'étaler sur 5 ans. Tout va bien également entre la Côte d'Ivoire et Dubaï. Pas de turbulence annoncée en tout cas dans le ciel ivoirien. Le trafic aérien Abidjan-Dubaï reprend de plus belle. Emirates Airlines a effectué son premier vol aujourd'hui, jeudi 13 janvier, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan après l'arrêt de ses activités suite à son communiqué publié le 27 décembre 2021. Le ministère des Transports a annoncé donc la bonne nouvelle de reprise des vols à Abidjan-Dubaï de cette compagnie aux usagers. Et tout est bien qui finit bien. Un accord a été trouvé entre les artisans ferrailleurs de la commune d'Abobo et le maire de cette commune, Kandia Camara, une semaine après le déguerpissement des lieux qu'ils occupaient au carrefour Anador situé à l'entrée de la commune d'Abobo. Ces artisans ferrailleurs ont regagné le site de recasement en Dautré, nous témoigne Franck Quadio. Il a été déguerpi des lieux qu'il occupait à la Casa d'Anador, à l'entrée d'Abobo. Kassoum s'est rendu aujourd'hui sur le site de la ferraille de Ndautré, un site de recasement pour remplir des formalités en vue de l'acquisition de nouveaux magasins. Je suis venu me faire recenser encore un nouvel truc encore. Parce que ceux qui étaient là en Vendée ne sont plus là. Ceux qui ont les payés en Vendée ne sont plus là. Donc, le nouveau autorité qui sont là maintenant, c'est par rapport à ça. On est venu se mettre en jeu avec ce qui reste à payer. Là, on paye ça. Comme lui, nombreux sont les artisans ferrailleurs qui ont décidé d'occuper les magasins disponibles sur le site de la Casa d'Abobo Ndautré. Une décision qui fait suite à un accord entre ferrailleurs et autorités municipales après plusieurs jours d'échanges. Nous lançons un appel vraiment massivement aux nos compatriotes pour qu'ils puissent venir regagner les magasins. Il y a des magasins disponibles. Vous voyez, donc ces magasins-là, ils sont là pour nous les artisans. Même si on est plus que ces magasins, Madame la ministre prendra des dispositions pour recaser tout le monde. Il n'y a pas de dissidence, il n'y a pas d'opposition. On s'est mis tous d'accord hier pour que cette semaine-là, vraiment tout le monde soit là. La ministre d'État, maire de la commune d'Abobo, Kandia Camara. Son objectif aujourd'hui, ce n'est pas pour faire du mal, c'est juste pour changer l'image d'Abobo. Si des efforts sont faits pour accueillir l'ensemble des 3000 ferrailleurs déguerpis, le nombre de places disponibles reste insuffisant, avec 1300 magasins. Cependant, la promotrice de la Casa de Ndautré rassure quant à la construction de nouveaux magasins dans les prochains jours pour combler le déficit. Ceux qui ont des magasins, qui peuvent faire des moteurs, nous pouvons rapidement construire des choses. Nous avons d'autres équipements qui sont déjà en place. On a tout en place. Nous sommes prêts pour bâtir encore des magasins très rapidement, en moins de 15 jours, pour remettre à ceux qui ont besoin des gros magasins. Pour un magasin de 12 mètres carrés de superficie, les ferrailleurs devront débourser la somme de 1 million de francs CFA payables en 4 mois avec un apport initial de 250 000 francs en vue de son obtention définitive. Et les lignes bougent aussi très bien du côté du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le ministère, en partenariat avec une structure de technologie numérique, lance des tests d'équipement du projet éducation numérique annoncé en avril 2021. La première phase de ce projet a consisté à l'aménagement des salles multimédia dans 64 établissements secondaires et 10 CAFOP dans notre pays. Marie-Loïs Thierrou, Grascando. Redynamiser le système éducatif, tel est le leitmotiv du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, qui l'illustre bien à travers la mise en place du projet éducation numérique. Le projet permettra de dispenser des cours à distance et faciliter ainsi l'enseignement. Le lycée moderne de jeunes filles de Yopougon accueille la phase de lancement des tests des équipements du dit projet. C'est une joie pour nous d'accueillir le lancement officiel de l'utilisation du projet éducation numérique au sein du lycée moderne de jeunes filles de Yopougon. En vue d'accompagner le gouvernement dans son élan de développement numérique, les partenaires s'engagent à participer à la formation des futurs leaders de demain. Notre motivation première est de doter l'État de Côte d'Ivoire d'un
intranet éducatif, de booster la transformation digitale par l'apprentissage et la gestion numérique. La digitalisation du système éducatif occupe une place de choix dans le programme du gouvernement. La responsabilité de chaque acteur est requise pour une meilleure exploitation des acquis de ce projet. Aux enseignants, votre rôle est essentiel dans l'utilisation réussie des outils d'enseignement du projet. À vous les élèves, c'est un outil qui est mis à votre disposition dans le cadre de votre formation scolaire pour l'amélioration de vos acquis et de vos résultats scolaires. Il faudrait donc en prendre soin. Le projet éducation numérique a atteint un taux d'exécution global de 85%. Les villes d'Abidjan, Bonoa, Grand Bassam, Dabou, Yamoussoukro, Bouaké, Odiéné, Daloa et San Pedro sont les bénéficiaires du projet éducation numérique. Là, on reste mobilisés, soudés pour vaincre la pandémie de Covid-19. On garde la vigilance, le coronavirus circule. Ce 13 janvier 2022, les chiffres affichent en Côte d'Ivoire 237 cas positifs sur 4 519 échantillons prélevés, soit 5,2% de cas positifs, 412 nouvelles guérisons et 2 décès enregistrés malheureusement à ce jour. 6 079 cas actifs. Faisons-nous tous vacciner, protégeons-nous, protégeons les autres, continuons d'observer les gestes barrières. Le ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle met en mission les directeurs régionaux et c'était lors d'une rencontre de travail à Jacquesville. Ils sont invités à ressortir toutes les potentialités culturelles et touristiques des différentes régions de notre pays pouvant aider à l'industrialisation de la culture. La ministre Arlette Badou affiche ainsi sa volonté de faire de la culture un secteur porteur, nous rapporte Issa Chonayo. Industrialiser le secteur des arts et de la culture en Côte d'Ivoire. Cette préoccupation est au cœur d'une réflexion à Jacquesville, initiée par le ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle. Cette rencontre est adressée aux directeurs régionaux de la culture. Les richesses culturelles se trouvent dans ta région. Il s'agit donc de les recenser, de les identifier et avec nos partenaires, rendre ça plus valorisante en matière d'espace de culture. La ministre Arlette Badou Nguessan Kwame réitère sa volonté de créer une économie de la culture afin de permettre aux acteurs du secteur de vivre du fruit de leur travail. La nouvelle vision du président de la République induit une industrie des arts et du spectacle. Alors, il va falloir donner de nouvelles orientations pour permettre à ce secteur de construire véritablement une économie culturelle, une économie artistique, à l'effet de permettre aussi aux acteurs de ce secteur de vivre convenablement de leur création, de leur production. Cette rencontre à l'intention des directeurs régionaux de la culture qui a ouvert ses portes ce jeudi va s'achever le dimanche 16 janvier à Jacquesville. Nous partons maintenant pour l'Égypte qui vient d'abriter la 4e édition du Forum mondial de la jeunesse. C'est un événement mondial annuel établi par un groupe de jeunes promoteurs pour transmettre un message de paix, de prospérité et d'harmonie. Ce programme est considéré comme une plateforme interactive au monde. Alessi Ouedraogo. Du 10 au 13 janvier, 192 États étaient réunis à l'occasion de la 4e édition du Forum mondial de la jeunesse. La plateforme inclut les jeunes dans la gouvernance mondiale. Sous le patronage du président Abdel Fattah el-Sisi, les jeunes participants ont exprimé leur opinion et présenté recommandations et initiatives. Cette année, au menu des échanges, des débats sur la paix, le développement, l'environnement et le monde après Covid. Selon la Commission des Nations Unies pour le développement, les 3 précédentes éditions du Forum ont permis de poser les problèmes contemporains de la jeunesse et leur rôle dans la réalisation du programme de développement durable à l'horizon 2030. Et on passe maintenant à l'actualité sportive africaine. La CAN se poursuit et on peut dire que la loi de la nature a été respectée ce jeudi à Yaoundé. Les lions indomptables ont croqué les antilopes. Le Cameroun a battu l'Éthiopie 4-1 ce jeudi et se qualifie ainsi pour les 8e de finale. Arsène Kwasi, Patrick Dadi. Après son succès inaugural face au Burkina Faso,
Le Cameroun veut enchaîner une deuxième victoire, une ambition légitime que les coéquipiers de Vincent Aboubakar tentent de matérialiser après le coup d'envoi, mais se font surprendre dès les premières minutes avec l'ouverture du score signé Otessa Dawa. Menée, la réaction des Lions indomptables ne se fait pas attendre. Sur un contre rapidement mené, Karl Toko Ekambi permet au Cameroun de rétablir la parité. À un but partout, le match s'anime avec les occasions de part et d'autre. Conscient de la menace, le Cameroun inverse le rapport de force en seconde période grâce à Vincent Aboubakar. Très en vue, dans ce match, le capitaine des Lions indomptables s'offre un doublé, portant son capital à 4 dans la compétition. Dans la dynamique, Kartoko Ekambi y va aussi de son doublé. 4-1, score final. Grâce à ce succès, le Cameroun obtient son billet pour les huitièmes de finale de sa Coupe d'Afrique. Et l'autre match de cette journée de la Coupe d'Afrique des Nations a opposé le Burkina au Cap-Vert qui l'a emporté 1-0. Le résumé de la rencontre avec Arsène Kouassi. Après son faux pas d'entrée, le Burkina Faso n'a plus droit à l'erreur s'il souhaite poursuivre la compétition. Opposé au Cap-Vert, pour son deuxième match, les étalons entrent idéalement dans la partie, comme en témoigne la frappe d'Edmond Tapsoba, mais le gardien capverdien détourne en corner. Bousculé, la réaction des requins bleus intervient à la demi-heure de jeu suite à une tentative de Julio Tavares, mais son tir ne trouve pas le cadre. La partie semble être équilibrée jusqu'à ce que les joueurs burkinabés parviennent à trouver la faille grâce à Hassan Bandé. 1-0, c'est le score à la pause. Menés, les requins bleus tentent de refaire leur retard en seconde période, mais manquent d'efficacité dans le geste final. Malgré la bonne volonté des Cap-Verdiens, le score en reste là. L'unique but d'Hassan Bandé a suffi au bonheur de l'équipe du Burkina Faso qui se relance dans le tournoi après sa défaite face au pays hôte, le Cameroun. Et la Côte d'Ivoire qui joue dimanche prochain contre la Sierra Leone peut, pour son deuxième match de cette compétition, peut encore savourer sa victoire face à la Guinée équatoriale. Les éléphants ont battu hier les Équato-Guinéens 1-0. Michel Mambo était dans la commune d'Abobo pour vous faire suivre les à côté de ce match. Union sacrée autour des éléphants de Côte d'Ivoire. À quelques minutes du match qui opposera le pays à la Guinée équatoriale, les pronostics vont bon train. Je confie à la Côte d'Ivoire qu'on gagne 2-0. 19h, début de la rencontre. Les rues se vident, maquis et autres lieux publics font le plein. Dans cet espace situé dans la commune d'Abobo, les propriétaires ont mis les petits plats dans les grands pour l'occasion. Il est de mon devoir de réunir les amis, des frères, tout le monde autour de la mère patrie, afin que nous soutenions les éléphants. Et c'est le lieu de faire de bonnes affaires. C'est la première fois que je commence ici à manger. Vraiment, je suis heureuse. D'entrée de jeu, juste 5 minutes aux éléphants de Côte d'Ivoire pour tenir en respect leurs adversaires. But de Max Alain Gradel, la confiance s'installe, mais le tour n'est pas encore joué. Je pense que l'équipe nationale doit pouvoir se concentrer, procéder par des petites passes parce que nous savons que le match est décousu. Avec cette mi-temps, l'entraîneur saura colmater un peu les brèches. On a bien démarré, donc je crois qu'on a toutes les chances de gagner ce match-là. L'équipe est prenable, On espère que ça va continuer et puis on sera en joie à la fin de ce match. Vive la Côte d'Ivoire, vive les éléphants. Deuxième mi-temps, l'atmosphère se crispe. Le match est serré, certains se laissent aller au découragement. D'autres, par contre, prennent des forces pour tenir jusqu'au bout. On croise les doigts jusqu'au coup de sifflet final. De nos jours, il n'y a pas de petite équipe. Les Ivoiriens ont mérité, ça il faut le reconnaître. Voilà, ils étaient aussi venus pour gagner. Donc il faut féliciter les Ivoiriens et il faut les encourager. Je pense qu'on fera encore mieux. Cannes 2021, entrée réussie pour les poulains de Patrice Baumel, ce grâce à la maestria d'un certain Max Alain Gradel, malgré le deuil qui le frappe. Prochain rendez-vous ce dimanche et les pachydermes
imposeront certainement leur dictat à la Sierra Leone. Et on crase les doigts à Michel Mambo pour cette victoire. La fête du ballon rond continue justement au Cameroun. À l'affiche demain, vendredi 14 janvier, les Sénégalais seront face à la Guinée. Le Malawi rencontre le Zimbabwe. Le Maroc sera opposé aux Comores. Et enfin, le Gabon affrontera le Ghana. Voilà, je rappelle avant de refermer ce journal qui s'est tenu aujourd'hui ici en Côte d'Ivoire, un Conseil national de sécurité sous la houlette du président de la République Alassane Ouattara, le CNS, a fait le point de la situation sécuritaire et sanitaire dominée par la pandémie de Covid-19. La Côte d'Ivoire intensifie la lutte contre le coronavirus. Le pays a reçu à ce jour plus de 16 millions de doses de vaccins et les populations sont toutes invitées à se faire vacciner. Je vous propose à présent le communiqué du CNS lu pour vous par le ministre Fidel Sarrasso. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 13 janvier 2022 au Palais de la Présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité. L'ordre du jour a porté sur 2 points, la situation sécuritaire générale et l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire. Au titre de la situation sécuritaire générale, à la suite de la présentation faite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité a noté avec satisfaction une amélioration de la situation sécuritaire en 2021 par rapport à 2020. Cette amélioration de l'environnement sécuritaire est notamment due aux importants moyens engagés par le gouvernement au cours de l'année 2021 en vue de rendre nos forces de défense et de sécurité plus professionnelles et mieux équipées, mais aussi aux opérations de sécurisation menées régulièrement sur l'ensemble du territoire. Dans ce contexte, le commandant supérieur de la Gendarmerie nationale a informé le Conseil national de sécurité du bon déroulement de l'opération de sécurisation des fêtes de fin d'année dénommée Mirador 2021, qui a mobilisé plus de 17 000 éléments de la police, de la gendarmerie et des armées. Ainsi, les patrouilles effectuées par nos forces sur toute l'étendue du territoire en vue de la sécurisation des lieux de culte, des espaces de réjouissance et des axes routiers, entre autres, ont permis aux populations de passer de paisibles fêtes de fin d'année. Au regard de ces résultats satisfaisants obtenus en 2021, le président de la République a vivement félicité les ministres en charge de la Défense et de la Sécurité, ainsi que les grands commandements et l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour les efforts remarquables déployés. Il les a, en outre, encouragés à poursuivre sur cette lancée. Le Conseil national de sécurité a par ailleurs été informé par le ministre d'État, ministre de la Défense, de la mise en œuvre effective du plan de gestion prévisionnelle des effectifs des armées. Ce plan, qui vise à terme la mise en conformité de notre armée aux standards des armées modernes, permettra de rajeunir les effectifs et d'équilibrer la pyramide des grades. À cet égard, le Conseil national de sécurité a été informé du recrutement et de la formation en cours de 3 000 soldats, du départ volontaire à la retraite de 1 000 sous-officiers et de la reconversion de 1 000 militaires dans des emplois de la fonction publique. Le chef de l'État, qui s'est réjoui de cette initiative, a instruit à ce titre le ministre en charge de la Défense à l'effet de s'assurer du bon déroulement de ce processus. Il a également instruit le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité à l'effet de coordonner, dans les meilleurs délais, la finalisation de la nouvelle loi de programmation militaire et de la nouvelle loi de programmation des forces de sécurité intérieure. Au titre de l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a fait un point de situation sur l'évolution de la pandémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire. Ainsi, à la date du mercredi 12 janvier 2022, la Côte d'Ivoire dénombrait
78 258 cas confirmés de Covid-19, dont 71 257 guéris, 745 décès et 6 256 cas actifs. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés dans le pays connaît une hausse significative depuis le 21 décembre 2021, avec en moyenne 739 cas par jour. En effet, le nombre de cas notifiés en décembre 2021 est de 9 274 contre 427 en novembre 2021. La moyenne du taux de positivité actuel est de 2,8%, après avoir été au-dessus du seuil d'alerte de 5% sur la période du 21 au 31 décembre 2021. Le taux de guérison, qui est actuellement de 91%, traduit principalement la rapidité et la qualité de la prise en charge par les professionnels de santé. Le nombre de décès connaît une hausse significative, avec 38 décès enregistrés depuis le début du mois de décembre 2021, contre 9 en novembre de la même année. Par ailleurs, la quasi-totalité des personnes décédées n'étaient pas vaccinées. En outre, le ministre en charge de la Santé a indiqué que la flambée des cas positifs observée ces derniers temps est due à plusieurs facteurs, à savoir le contexte mondial actuel marqué par la 5e vague, la progression du variant Omicron dans plusieurs pays dans le monde, y compris la Côte d'Ivoire, et l'augmentation des rassemblements et des interactions sociales lors des festivités de fin d'année. Au titre de la vaccination dans notre pays, le ministre en charge de la Santé a porté à la connaissance du Conseil national de sécurité que 7 776 722 doses de vaccins ont été administrées à la date du 11 janvier 2022, avec 2 271 771 personnes ayant reçu les 2 doses. Dans le Grand Abidjan, qui représente 95% des cas de Covid-19, 55% des populations cibles a reçu la première dose et 34% est totalement vacciné. Le ministre en charge de la Santé a également informé le Conseil national de sécurité que le processus d'approvisionnement en vaccins se poursuit, avec 16,5 millions de doses reçues à ce jour, ce qui permettra une vaccination ininterrompue des populations tout le long de l'année 2022. Le Conseil national de sécurité, qui a noté avec satisfaction l'amélioration du taux de couverture vaccinale, a cependant instruit le ministre en charge de la Santé à l'effet de prendre les dispositions nécessaires pour qu'au moins 70% des populations cibles soient vaccinées dans le Grand Abidjan d'ici la fin de l'année 2022. Par ailleurs, afin de réduire l'impact de la reprise épidémique, le Conseil national de sécurité a instruit le ministre en charge de la Santé à l'effet d'intensifier davantage la sensibilisation de masse sur le dépistage précoce de la Covid-19, le respect des mesures barrières et la vaccination, de poursuivre la réalisation des tests rapides antigéniques lors des grands rassemblements et de renforcer le parc vaccinal. Le président de la République, au vu des résultats atteints dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 dans notre pays, a réitéré ses félicitations au Premier ministre, au ministre en charge de la Santé, ainsi qu'à tous les acteurs impliqués et les a encouragés à poursuivre leurs efforts en ce sens. Enfin, le chef de l'État a exhorté à nouveau les populations vivant en Côte d'Ivoire au respect scrupuleux des gestes barrières, au dépistage systématique et à la vaccination afin de lutter efficacement contre cette pandémie. Fait à Abidjan le jeudi 13 janvier 2022.